se lancer dans 17 pays, certains en direct, d'autres avec des agents, et le tout en tout cas en wholesale, plutôt que de mettre l'emphase sur le B2C avec de l'acquisition, de la noto. Ça se fait en parallèle. C'est aussi notre background. Nicolas et moi-même, on a fait beaucoup de développement marché en passant par la distribution. Donc je veux dire, on a repris nos réflexes et notre know-how sur notre expérience professionnelle passée. Et ça nous permet aussi de nous développer d'une certaine manière un peu plus vite avec des investissements moins importants en marketing. Donc on passe plus par le marché, les clients, les partenaires qui eux vont parler de la marque, la promouvoir et pour nous permettre de nous développer. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblant, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai le grand plaisir de recevoir Gary Garnier-Guisgand, qui est le cofondateur avec Nicolas Waters de Kiddy Wolf. Salut Gary, ça va? Bonjour, ça va très bien. J'ai stressé j'ai demandé je crois 3 fois comment se prononcer tous les prénoms parce que je voulais pas faire d'impair, mais ça va, j'ai juste... C'est parfait. Kiddy Wolf, c'est quoi? C'est des jouets éducatifs, ludiques et design que vous créez vous-même en interne, qui sont propres à Kiddy Wolf, une société que vous avez lancée il y a 4 ans, mais il y a 3 vraies années d'exercice, d'exécution, tu me raconteras. C'est des jouets que vous créez en vous disant, c'est des jouets qu'on voudrait donner à nos enfants. Donc on va parler de responsabilité, d'environnement, d'éveil justement, et de ce côté ludique. C'est une boîte qui marche bien. Vous avez vendu 200 000 produits en 2023. 2 fois plus qu'en 2022 et a priori, d'après ce que tu me dis, la moitié de ce que vous ferez en 2024, mais tu as l'air très confiant sur le sujet, tu m'en diras plus. Je suis content, je fais pas beaucoup de sujets autour du jouet des enfants et donc on creusera un peu le marché, tu me raconteras la concurrence, l'environnement concurrentiel en tout cas. Ça fait un des sujets qu'on abordera. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que vous êtes développé principalement par de la distrib et du wholesale. Donc tu me raconteras aujourd'hui le D2C, le direct to consumer, c'est le site web, c'est marginal par rapport au reste. Vous êtes présent dans presque une vingtaine de pays. Presque une vingtaine de pays. On y arrive. Mais vous venez d'ouvrir Nature et Découverte, Fnac, Darty. Enfin, vous avez ouvert au cours des derniers trimestres, en tout cas, de beaux réseaux de distribution. Donc on en parlera. On parlera aussi de création produit. C'est hyper important, je pense. Ouais, on commencera certainement d'ailleurs par ça. Comment est-ce que vous créez, imaginez, concevez des produits? On parlera du cycle. Et on parlera un peu ensuite de salon aussi, parce que vous en faites beaucoup. On est le 23 janvier. Tu me dis qu'en gros, en janvier, t'as pas encore mis les pieds chez toi, presque? Quasiment pas. Quasiment pas. Non. Hong Kong, Maison Objet, Nuremberg la semaine prochaine. Et puis encore un salon en Belgique. Et encore un salon en Belgique. Et là, on peut rentrer à la maison le soir. Pratique. On parlera aussi de la stack technique. Attends, je fais un petit réglage son. Voilà, la stack technique. Vous êtes sur WooCommerce, qui est la brique e-commerce de WordPress. Tu me raconteras ce que t'en penses et quels sont tes projets d'avenir. Et vous êtes surtout sur Odoo, que vous connaissez certainement, chers auditrices, chers auditeurs. Si vous ne connaissez pas, c'est une belle boîte belge qui a développé toute une galaxie de modules qui sont connectables les uns aux autres. C'est open source. On peut développer soi-même des modules, des add-ons, faire des développements spécifiques. Et vous êtes passé là-dessus il y a quelques années et tu me diras à quel point c'est bien. Je spoil un peu la suite, quoi. Ça va. Bienvenue Gary, très heureux de te recevoir et merci à Colombe. Je l'ai pas encore remercié. Colombe des Petits Papiers, qui est une boîte de PR. Vous faites des PR depuis quand? Depuis septembre de l'année passée, avec Colombe. Et nous sommes très contents. Et vous êtes très contents. Le type de livrable, en tout cas de résultats obtenus, en dehors évidemment de ce passage sur le panier. On a eu pas mal d'articles de presse, okay. Des articles
online. Non, elle a fait un super boulot, elle a bien travaillé la marque et on lui a fait confiance, il nous a aussi fait confiance et puis après il nous a dit qu'on avait aussi une chouette marque qui permettait de pouvoir parler aussi de nous. Alors, il y a eu plusieurs boîtes qui sont passées qui sont chez les petits papiers ou d'autres boîtes de PR sur le panier. C'est pas un sésame, hein, c'est pas une garantie de passage, mais c'est vrai que les boîtes de PR m'envoient des sujets et que quand je les trouve intéressants, je les reçois comme avec toi aujourd'hui. Merci en tout cas. Bon, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode. C'est quoi Kiddy Wolf ? Kiddy Wolf, c'est une marque de jouets qui essaye d'apporter un objet design d'un côté, mais surtout de l'apprentissage, l'éducatif et du ludique pour les enfants. C'est un peu ce qu'on souhaite apporter à nos propres enfants et on l'a transposé sur le marché. Ok, pourquoi Wolf ? Wolf, le loup en anglais ? Alors Kiddy pour les jeunes, parce on commence à partir de 3 ans jusqu'à plus ou moins 10 ans pour le moment. Et Wolf, c'est pour la meute de loups, le côté famille. Qui représente une meute de loups, où t'as des individus qui viennent d'univers différents, avec des origines différentes et des envies différentes, mais qui sont rassemblés autour d'une grande famille. Ok, Wolf pour famille, mais il y a ce côté individu externe, enfin famille recomposée. Voilà. Pourquoi ? Parce que on essaie de toucher le plus grand nombre de personnes et que on veut pas se cantonner à certaines personnes ou à certains types de personnes. Je veux dire, on travaille pour tout le monde, pour tous les enfants et pour nos enfants et les enfants des autres. Tu as eu, alors j'ai pas regardé le pédigré de ton associé Nicolas, mais d'autres vies avant. Pourquoi te lancer dans le jeu à, je devine ton âge, je sais pas, 35, 37 ans? Alors, j'ai pas encore je me suis lancé. Putain, merde. J'ai 40 maintenant. Oui, non, mais c'est ça, donc tu t'es lancé il y a 4 ans. Plus ou moins, oui. Ouais, j'avais 35 ans. J'ai toujours eu l'envie de lancer quelque chose et de créer quelque chose par moi-même. Et je pense que toutes les étapes de mes anciennes vies professionnelles en tant qu'employé m'ont permis d'acquérir une certaine expérience. Et puis à un moment donné, il faut se lancer. Et je pense qu'à 35 ans, c'était le bon timing. Parce qu'on commence à être cadre supérieur dans des grandes boîtes, on commence à avoir un certain confort. Et que je pense que si on attend trop longtemps, on a du mal à le quitter. Et là, voilà. On a démissionné, chacun de son côté. Au début, nous étions 3 et on a fini maintenant à 2 dans la société. Et pourquoi le jeu ? Le jeu, c'est quelque chose d'amusant, de ludique. Il y a beaucoup d'apprentissage et on était jeunes parents aussi à ce moment-là, donc je pense que c'était aussi une direction qui était différente. Avant, on parlait beaucoup voiture, on parlait beaucoup moto, voyage, et puis à un moment donné, on a parlé poussette, jouets éducatifs, boarding et autres. Et donc voilà, on a eu un changement de vie et on n'a pas toujours trouvé ce qu'on voulait pour nos propres enfants et on s'est dit pourquoi pas. Et sur un coin de table, on s'est dit voilà, ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce que tu voulais pour tes enfants ? Moi, je veux des jouets qui soient utiles et qui soient beaux, parce que ça a tendance à traîner beaucoup dans les communs, dans le salon, la salle à manger, dans la cuisine, dans la voiture, en vacances. Et je voulais que ça puisse leur apporter quelque chose d'utile, surtout. Quelque chose d'utile et qui soit en plus joli. Parce que quitte à, comme tu dis, que ça traîne dans les parties communes de la maison, autant que ça marche bien, que ce soit joli à regarder, pardon. Kiddy Wolf, KIDYWOLF.com pour aller voir à quoi ça ressemble. Chers auditrices, chers auditeurs, donc il y a des jouets qui sont des inventions pures et il y en a d'autres qui sont designés par vous, mais sur des segments. Vous avez un appareil photo, par exemple, vous n'avez pas inventé l'appareil photo. On n'a pas encore inventé l'appareil mais photo. Il y a un truc qui est génial, qui est le Kiddy Draw. Qu'est-ce que c'est ? Alors le Kiddy Draw Pro, après on n'a pas non plus réinventé tout le process, mais l'idée du Kiddy Draw Pro, c'était d'avoir une tablette pour enfants, mais pas une tablette connectée, une tablette rétroéclairée qui permettait à l'enfant de pouvoir apprendre à écrire, à dessiner et à compter. Parce que on trouve que ça manque souvent. Nous, mes enfants, je passais beaucoup de temps à réimprimer des feuilles pour qu'ils puissent s'entraîner à bien former les lettres. Donc on a pris conseil auprès de psychologues et de professeurs d'école. Donc nous, on vient de Belgique, donc nous sommes vos petits cousins. Et donc on a aussi 2 enseignements séparés. On a l'enseignement francophone qui est très similaire au vôtre et l'enseignement néerlandophone qui est plus similaire à celui qui est de la Hollande. Et on a essayé de trouver le point commun le plus proche sur les écritures inclusives et autres et la manière de pouvoir calculer et d'apprendre ces notions-là. Et donc sur cette tablette, d'un côté, on a une partie rétroéclairée avec cet côté apprentissage, ludique, tout en s'amusant, et on peut la retourner, on a un tableau noir rétroéclairé qui permet aussi d'avoir beaucoup plus de créativité de l'autre côté. Donc voilà, toujours allier l'un et l'autre sur un produit durable. Donc on essaie d'avoir on crée des jouets qualitatifs pour pouvoir les
les garder et les perdurer dans le temps. Sur batterie rechargeable, donc on va éviter la surconsommation par exemple de piles. Évidemment. Pour pouvoir les utiliser le plus longtemps possible. Quel enfer ça, chez d'autres marques qu'on va pas citer, mais et puis t'achètes un truc. En préparant l'entretien, on parlait de l'appareil photo. Moi, mes filles ont reçu un jour un appareil photo plein de plastique, et en fait il y a que des jeux dedans et elles prennent pas de photos. C'est un parti pris et c'est celui que nous on n'a pas pris. Tous les jouets qu'on confectionne, on les donne à nos enfants. Et on veut que nos enfants puissent les utiliser. Et je suis pas du parti pris d'avoir un objet qui soit détourné de sa fonction première pour pouvoir juste avoir un Game Boy. Donc pour nous, l'appareil photo sert à prendre des instants, des moments ou enregistrer des vidéos de joie, d'échange, de partage. Et ça, c'est la fonction première qui est importante. Ça leur permet aussi de se concentrer, de prendre le temps. Je veux dire, quand on prend une belle photo, on doit réfléchir à la photo qu'on veut prendre, on se prépare et on s'organise. Et je pense que ce sont des notions qui sont importantes pour les enfants et pas juste avoir un Game Boy portable. C'est un marché que tu connaissais ou que tu as découvert avec Kiddy Wolf, le marché du jouet? On l'a découvert. Alors, l'enseignement donc pardon, je crois que je l'ai pas dit, mais vous êtes lancé, j'y vais en vitesse, mais vous êtes lancé en mars 2019. On a créé la société en mars 2019. C'est ça. Donc les premiers protos arrivent, les premiers jeux arrivent fin d'année. Fin d'année. Et puis ensuite, on a eu le temps de faire 2 salons pour pouvoir essayer de se faire connaître. Et puis après Covid. Et après Covid. C'était un peu la douche froide. Parce que quand on est une jeune marque, même si on avait un attrait un peu spécifique, on n'a pas beaucoup de jouets non plus. Donc c'est aussi compliqué de pouvoir se faire une place auprès des revendeurs. Parce que la gamme était assez courte. Comme on fait tout en fonds propres, c'est nous qui créons tout. Ça a été un petit challenge. Et Covid est arrivé, tout a fermé. Et les magasins ont décidé de pas continuer, ou en tout cas de pas essayer, parce qu'ils ont dû ils ont dû aussi se reconvertir pour beaucoup. C'était très difficile pour tout le monde. Donc, ça a un peu postposé le lancement de Kiddy Wolf. Mais ce sont des challenges qui nous ont permis d'être là, de pouvoir perdurer, de pouvoir faire face à ce qui se passe sur le marché. Et d'être là 3 ans plus tard, t'as écoulé, comme je l'ai dit en intro, 200 000 produits sur 2023, c'est énorme. Donc, avec un peu de recul et 3 ans de prise de hauteur, on va dire, c'est quoi ton apprentissage du marché du jouet? Qu'est-ce que tu as rencontré et ce à quoi tu t'attendais? Et puis qu'est-ce que tu as rencontré auquel tu ne t'attendais pas? Elle est très mal posée cette question. Je suis désolé. Je vais essayer tu m'as compris. Ouais. J'ai compris. C'est très particulier parce que nous, on vient avec zéro background dans le marché du jouet. Donc on est vraiment revenu avec notre cœur et nos idées. Et je pense que c'est ce qui nous a différenciés. C'est qu'on était un peu des ovnis. On n'est pas trop mainstream, on suit pas les tendances. Regard neuf et candide, quoi. Alors neuf, c'est très personnel, mais je pense qu'on a réussi à se créer une place rapidement dans un marché qui était pas mal saturé par d'autres marques et sans les déranger. Je pense que c'est surtout ça le plus important. On fait pas de vagues et on suit notre gut feeling et nos envies. Sans les déranger pour l'instant. Pour l'instant, mais il n'y a pas de raison qu'on la dérange. Non, mais vous vous croisez sur des salons comme Maison et Objets. Oui, on se croise, mais en termes de développement produit et de jouets que l'on fait, on est assez particulier et on a une âme Kiddy Wolf qui est assez particulière. Il y a de la place pour tout le monde, c'est facile. Est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée? Est-ce que les gens te mettent des bâtons dans les roues? Alors, pour le moment, on est plutôt... Je ne sais pas, je pense que ça, c'est une question qui peut être... Rien n'est facile. Est-ce que ce sont les autres, c'est le marché, les cycles de vie des jouets et autres? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont compliquées, mais le but c'est d'avancer, de croire en ce qu'on fait et d'avoir un objectif sur du long terme. Ok. Vous avez fait donc tu m'as dit une volonté d'avoir un jouet unique, joli à regarder. L'étude de marché, elle est allée plus loin que ça? Comment est-ce que vous avez choisi le premier produit? C'était quoi le premier produit? C'est un appareil photo. L'appareil photo, ok. Putain, c'est marrant de se lancer là-dessus, ce qui est pas le plus évident, tu vois. Il y a déjà du monde. Il y avait pas tellement de monde. Non, ok. Il y a un peu de monde, mais on s'est différencié sur le design et sur la qualité. Donc je pense qu'il y a beaucoup de petits appareils qui sont de mauvaise qualité et il y en a d'autres qui sont de bonne qualité mais qui n'ont pas une fonction première d'appareil photo mais qui ont une fonction première de gaming. Donc nous on s'est mis sur une fonction première appareil photo, qualitatif et joli, à un bon prix. Ok. Alors, l'appareil photo, ça fait 30 ans qu'on en fait, des numériques 20 ans, pardon, dans ces eaux-là. Donc, j'imagine que la R&D est assez limitée, que les composants, en tout cas, existent. Ça reste quand même un appareil un peu technologique. De choisir cet appareil comme le premier, parce que vous faites des choses plus simples. Est-ce que je suis désagréable en disant ça? Non, on a des choses plus simples, mais qui sont designées. Donc, on a des veilleuses. On va dire, voilà, c'est une lumière.
LED sur batterie, mais avec de jolis designs. On va avoir des walkie-talkies, ce sont aussi des technologies qui existent. Mais je pense qu'on a un des meilleurs walkie-talkies, talkie-walkie, pardon, parce qu'en France on dit talkie-walkie. Ouais, c'est belge. Enfin, c'est dans les autres pays du monde on dit walkie-talkie, okay. Et en France on dit talkie-walkie. Parce qu'on marche avant de parler. Dans les autres pays du monde, mais en France on parle. On parle et ensuite on marche. Voilà. La fonction marche est secondaire. Donc voilà, la fonction, le talkie-walkie, notre talkie-walkie est un des plus qualitatifs du marché pour les enfants. Donc c'est vraiment notre volonté, c'est de créer quelque chose de très quali à un prix correct, accessible au plus grand nombre. Ok. C'est intéressant ce que tu disais avant, quand même, d'arriver sur le marché sans déranger trop déranger en tout cas les acteurs installés. J'espère évidemment que tu les dérangeras un jour. On verra. Ce sera un signe de réussite, non? Je sais pas si on crée toujours. Je pense qu'on a une philosophie et une approche marché qui est différente et on crée notre place et on crée notre identité Kiddy Wolf. Okay. Et c'est surtout ça qui est important. Autre question que je voulais te poser, c'est tu crées une marque parce que donc vous êtes distribué chez plein de distributeurs aujourd'hui, mais tu crées une marque Kiddy Wolf. Alors qu'est-ce que tu entends par distributeur? Des revendeurs, oui, revendeurs, parce qu'on travaille avec des distributeurs, on travaille avec des revendeurs. Oui, pardon. Je parlais de. Oui, on crée notre marque par le fait de créer des jouets. On a une réelle volonté de créer quelque chose d'unique, qui est lié à Kiddy Wolf, et ça crée la marque Kiddy Wolf. Ok. Parlons un peu du cycle de création de produits. Vous produisez en Chine actuellement, et tu me disais que la raison est très simple. Il y a deux raisons. Un, c'est l'honnêteté. Et deuxièmement, nous créons des jouets low-tech, donc la plupart des composants viennent de là-bas. Ils sont pas faits en Europe. Okay. Donc je pourrais éventuellement l'assembler en Belgique et dire que c'est made in Belgium, mais alors là, on passe sur quelque chose qui dérive un peu de notre philosophie et de notre honnêteté. Ok. Vous êtes en Chine depuis le début, mais le design est fait en interne. On a notre propre équipe interne et on passe des heures et des heures à travailler sur les designs. Ça peut prendre beaucoup de temps. Je veux dire, un développement de produit peut prendre entre 4 et 16 mois pour un produit. Qu'est-ce qui a pris 16 mois? Notre dernier appareil photo a pris 16 mois. C'était un complexe. On voulait créer un bel appareil photo, fonctionnel pour les enfants et résistant à l'eau. Et ça a été beaucoup de 2 pas en avant, 4 pas en arrière. En gros, on fait des tours de table et nos designers dessinent et puis on n'est pas content du résultat et de ce qui en sort, et donc on se dit ça, on ne peut pas se louper, on n'a pas de deuxième chance. Donc il faut que quand on crée l'objet, outre les fonctionnalités qu'on veut mettre dedans, mais la forme, on a de gros investissements parce que c'est du développement, donc du temps homme qui n'est pas négligeable, et ensuite après on doit créer les moules pour pouvoir les fabriquer, et là on peut avoir des investissements qui peuvent monter entre 40, 50, 80, 100 000 $. Ensuite je dois produire et je dois les vendre. Donc si on se plante, ce sont de gros coûts, et surtout que nous on fait tout en fonds propres. Tu as dit entre 4 et 16 mois. Ça c'est en interne, donc c'est une ou plusieurs personnes qui vont réfléchir, designer, tester. Ensuite, tu as des allers-retours, j'imagine, avec on a des imprimantes 3D. Hein. On a d'abord les imprimantes 3D pour pouvoir pouvoir comprendre la forme, pouvoir la toucher, l'utiliser, la mettre dans la main de nos enfants. Donc on va dire que nos enfants sont aussi nos propres testeurs, donc on les met. Plus ils crient quand on veut reprendre l'objet, au mieux on se dit que la tendance devrait être bonne. La tendance devrait être bonne, ok. Voilà. Donc plus on les fait pleurer, au mieux ça sera pour après. C'est un peu ça l'écart. Donc création en interne, test avec vos enfants et d'autres, j'imagine. Ouais. Création sur des imprimantes 3D pour appréhender, j'imagine. La forme. La taille. Ok. Parce qu'on travaille sur des programmes de création 3D pour pouvoir créer l'objet et puis après créer les moules. Et donc on n'a pas du tout cette perspective de taille et de forme dans la vraie vie. Donc on a investi dans des imprimantes 3D pour pouvoir s'en rendre compte. Ok, hyper intéressant. C'est combien de personnes chez vous? Vous êtes 9, hein, pardon, je l'ai pas dit dans l'intro, mais vous êtes 9 chez Kiddy Wolf. Maintenant nous sommes 9. Mais on a commencé au bord de la table de la cuisine. Ok. Et là, c'est combien de personnes qui s'occupent du design et de la... Alors, on a un designer interne et on prend souvent des stagiaires long terme qui viennent renflouer l'équipe pendant des cycles de 6 mois. Design produit, quel type de formation? Designer industriel. Designer industriel. Dans la partie test ou réflexion, est-ce que vous incluez des psychologues, des médecins, j'en sais rien?
Alors pas encore les médecins, mais on a eu des professeurs d'école, des psychologues. On parle d'abord surtout d'une idée que nous on va avoir ou d'un besoin qu'on ressent à la maison, parce que je veux dire, on a déjà une étude de marché qui est déjà très facile. On a plusieurs enfants, enfin tout le monde a des enfants à la maison, chez nous en tout cas. Donc on réalise les besoins qu'on a ou les manques auxquels on fait face. Et suite à ça, on se lance les idées. Donc on a même un groupe WhatsApp dans l'équipe où on peut balancer. On dit pas, c'est pas très très français, mais on peut lancer les idées ou en tout cas juste les suggérer. Et puis après on en discute en interne. Une fois qu'on a une idée, c'est un peu un système d'entonnoir. Donc, je veux dire, on a des idées qu'on pourrait associer les unes aux autres. Et puis après, ça se réduit au fur et à mesure de la complexité de production ou de complexité de produits. Donc, c'est très important de pouvoir vraiment réaliser. Voilà, très en amont, savoir si ça va être facile ou compliqué de faire ce... Ou non réalisable en termes de coûts. Je veux dire, on a eu plein d'idées de super jouets qui pourraient être faits, mais je veux dire, c'était invendable parce que les prix allaient être beaucoup trop importants ou trop complexes. Donc voilà, c'est vraiment l'approche est vraiment forte en entonnoir avec un besoin, 2 besoins, 3 besoins et on essaie de les regrouper. Et une fois que tu es sûr, tu crées le moule. Ouais. Le moule, c'est le produit, enfin le moule dans lequel vont être créés les jouets, créer les formes, souffler le plastique, voilà. Tu dis ça et tu le spécifies parce que dans certains cas, il y a des moules existants qui font des produits qu'on peut trouver sur d'autres plateformes, Alibaba ou machin. Il suffit de rajouter un logo qu'on va imprimer et c'est pas un design qui est propre. Vous, les designs vous sont propres et du coup le moule vous est propre aussi. Et typiquement, la marque, elle est pas imprimée. Elle est souvent gravée. Elle est souvent gravée sur le... Ça veut dire qu'elle est dans le moule. Elle est dans le moule. Et donc, on peut pas utiliser le moule pour un autre produit ou une autre marque, je veux dire. C'est le but de le faire comme ça. C'est le but de le faire comme ça. Et tu m'as dit qu'un moule coûtait entre 20 et 100 000 $? Ça va dépendre quel type de moule. Si on est sur du silicone ou du plastique, le silicone est un peu moins cher, le plastique peut être plus cher. Les techniques par exemple, notre appareil photo qui est submersible, on est sur une jonction par ultrasons. Donc là, on est sur des moules en bi-injection, avec des techniques d'assemblage qui sont assez complexes. Et là, on est sur des montants beaucoup plus importants. Que 100 000 $? Non, on est dans ces environs-là. C'est déjà pas mal. Hein. Qu'est-ce qui déclenche c'est quoi le trigger pour dire, OK, celui-là, on va le produire, on va créer le moule? Gut feeling. Gut feeling, OK. Et créer un moule, ça prend combien de temps? Ça va prendre entre 1 et 3 mois. Donc, il y a des spécialistes, il y a des manufactures qui créent des moules, dont le métier est de fabriquer des moules et qui vont ensuite le transmettre à des usines d'injection. OK. Donc, 4 à 16 mois en interne de tests, d'impression 3D pour arriver jusqu'au moment où tu dis, OK, on avance sur le moule entre 20 et 100 000 $. Tu as des minimum order quantity, des MOQ en milliers de produits. Ça veut dire qu'il ne faut pas se planter. Tu as investi déjà là quelques centaines de milliers potentiellement sur un produit. Ouais, on peut pas se planter. Entre salaire, charge, le moule et les quantités, quoi. Les minimum, les MOQ, OK, on peut pas se planter. Ça t'est arrivé de te planter? On s'est planté une fois sur un produit qui, heureusement, n'avait pas demandé trop d'investissement technique, mais beaucoup de temps de réflexion. Et on a voulu le faire en Made in Belgium. Et la production. Ouais, la production était en Belgique. Le jouet était très intéressant, était très ludique et éducatif, mais très complexe à expliquer et trop cher pour le marché. Trop cher pour le marché, OK. Les prix font partie de l'étude, j'imagine, en amont. Ouais. Quand tu sors ton appareil photo, quand tu imagines ton appareil photo, tu regardes ce qui se fait sur le marché, comment tu te positionnes? Alors nous, on veut être sur du middle plus, parce que par rapport à nos contraintes personnelles qui est qualité, on sait pas faire du low cost, et on veut pas faire du low cost, mais on veut offrir un produit qui soit accessible pour la meilleure qualité. Ok, compris. Tu t'es déjà planté sur des tarifications? On s'est pas trop planté. On en a un qui est un peu trop cher, par exemple dans notre gamme, parce que la complexité de production était beaucoup trop contraignante. Mais on le trouve toujours très chouette et il y a quand même un marché pour le prendre, mais il y aura un peu moins de rotation. Et quand tu sors un produit qui est quand même assez original, comme la tablette dont on parlait tout à l'heure, qui permet, en fait, t'as réinventé le papier calque, hein, c'est un peu ça. De cette manière. Sauf qu'on n'utilise pas de papier calque. On utilise du papier standard qu'on a tous à la maison. On voulait rendre le jouet le plus accessible possible. Donc, pas avoir une contrainte de devoir aller acheter dans un magasin spécialisé du papier calque. Par exemple, la puissance de la lumière est suffisamment forte pour pouvoir utiliser 2 fois 90 grammes de page. Donc, on va arriver à 180 grammes, presque jusque 200 grammes et toujours pouvoir utiliser
notre kit HydroPro. On y viendra tout à l'heure, mais c'est intéressant, ça rejoint aussi ta philosophie sur la tech, où t'aimes pas avoir les mains liées par rapport à une technologie ou un partenaire. Là, il faut que je puisse utiliser n'importe quel papier, où je sois, en vacances, au resto, Voilà. je demande une feuille de papier, je peux utiliser, ok. Là, typiquement, le pricing, comment est-ce que vous l'avez établi? Parce que ça n'existe pas, ce genre de produit, ou en tout cas, on n'en voit pas beaucoup. On est parti d'un concept de coût et de marge, et on est arrivé un prix, on pense super intéressant pour nos clients et pour nos prospects par rapport à ce qu'ils ont. En intégrant le fait que tu fais, je sais pas quel pourcentage de ta distribution, mais par un réseau wholesale. Ouais, donc on a une certaine partie du marché qu'on gère en direct et une autre partie du marché qu'on travaille avec des distributeurs. Ok, on y viendra. Donc un coût important, l'interne, le moule, les quantités minimum, mais sur la partie recherche de partenaires, je rencontre pas mal de boîtes sur le panier qui font ça depuis la France, par mail, avec des échanges d'emails et des produits qu'on s'envoie pour les tester. Vous y allez 3 fois par an en Asie? En Asie, oui. Non, on va chercher nos partenaires d'usine et on doit étudier le marché sur les composants. Donc, être sûr que les composants qu'on veut utiliser soient les meilleurs du marché, soient compétitifs et qu'on puisse se rendre compte aussi des besoins. Ok. Et justement sur le sourcing des composants et des matières, est-ce qu'il y a quand tu fais des produits pour enfants, est-ce qu'il y a des normes à respecter, des labels à obtenir? Il y a beaucoup de normes à respecter et on suit toutes les normes de manière hyper stricte. On utilise des services externes, comme un SGS par exemple, qui va être une société de certification. Et alors eux vont tester les produits pour pouvoir les estampillonner avec le CE, avec le ROS, avec tout ce qu'il faut, le EN 71, qui est une spécificité jouet pour les enfants. Ok, et qui garantit que le jouet est utilisable, mâchouillable, j'en sais rien, par des Alors nous, on est enfants. plus que 3 ans, donc on est moins dans le mâchouillage. Okay. Mais en tout cas, en termes de composants, qu'on fasse tout correctement. Et après, je pense que comme on a dit dès le début, notre gage de garantie, c'est que on crée nos jouets pour nos propres enfants. Et on aime quand même un peu nos enfants. Donc on va pas leur donner quelque chose de trop mauvais. J'imagine. Une autre question que j'avais, c'était sur le côté plastique. On peut faire pas mal de choses en plastique recyclé aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas aussi pour les jeux pour enfants, jouets pour enfants? Il y en a. Nous, on essaye. Donc, on a par exemple sorti le Kiddy Music, qui est un petit baffle en plastique bio. Certes, par le kit HydroPro, on pouvait pas le faire, par exemple, en plastique recyclé, parce qu'on avait des contraintes de résistance et de solidité. Comme c'est un produit qui s'ouvre comme un livre, avec, on va dire, un frame, un contour, qui était assez fin. Donc on a dû le renforcer avec un principe de nid d'abeille au niveau de l'injection plastique, mais on ne pouvait pas garantir que le produit soit toujours solide s'il tombait avec du plastique recyclé. Du plastique recyclé, donc tu as quand même des contraintes sur certains produits ou certains cas d'usage où il faut le plastique recyclé n'est en tout cas pas au niveau pour l'instant d'un plastique mais il faut du temps pur, je sais pas comment on dit. Du virgin plastique. Du virgin, voilà. du plastique vierge, quoi. Voilà. Par exemple, notre appareil photo, on a une coque transparente, complètement translucide pour pouvoir prendre la photo et permettre à l'appareil d'être submersible dans l'eau. Là, on est obligé d'utiliser un plastique qui soit pur pour pouvoir avoir cette notion de transparence et pouvoir prendre une photo, sinon on pourrait avoir des taches un peu partout. Ok, compris. Vous vendez aussi en Chine pour trouver les partenaires. Vous avez combien de produits aujourd'hui? On doit avoir entre 30 et 35. Entre 30 et 35 et combien de partenaires? Partenaires, vous voulez dire? Combien d'usines? Beaucoup. Chaque usine est spécifique par rapport Chaque usine est spécifique. Ok, c'était ma question. Et du coup, comment s'est fait le choix de ces partenaires, de ces usines? On les rencontre, on cherche. On a nos techniques un peu secrètes. Ok, techniques un peu secrètes. Bon, très bien. Sur ces quelques années et ces plus de 30 produits que vous avez créés, est-ce qu'il y a un moment où tu as fait une erreur et que t'aurais pas autre que le coût, hein, comme on en a parlé avant, est-ce qu'il y a un apprentissage que tu peux me partager, que tu peux nous partager? L'apprentissage, c'est surtout les cycles. Je veux dire, l'avantage de pouvoir imprimer en 3D avant de pouvoir passer en production nous permet quand même de skipper pas mal d'erreurs. Je veux dire, on se rend compte de l'objet, on se rend compte de la maniabilité, de la texture, de la jouabilité. Et si on n'arrive pas à passer tous ces tests avec nos enfants ou d'autres enfants qui le testent, et même d'autres parents, parce que je veux dire, ça reste toujours, c'est un échange. Hein, les parents jouent aussi avec les jouets, alors on se dit qu'on est peut-être à côté de la plaque. Ok, intéressant.
C'est quoi la part du D2C par rapport au reste? Le B2C pour nous est encore... Non, le D2C, pardon, le site web. Votre site que vous vendez en B2C, ouais. Encore marginal, trop marginal. On est un peu de la vieille école, donc on a commencé vraiment avec des partenaires, on va dire, du marché physique. Je sais pas si c'est la vieille école, est-ce que c'est pas l'école tout court? Je ne sais pas. Et non, il y a beaucoup de personnes qui ont lancé des marques de jouets ou autres directement en B2C, online, et qui sont concentrées là-dessus. Nous, on s'est concentrés de manière différente. On s'est rendu compte que pendant le Covid, le online était quand même important. Mais je pense que le plus important pour nous, c'est de créer des vrais partenariats avec alors, on n'a pas de clients, on a des vrais partenaires. Et je pense qu'on crée une relation long terme grâce à ça. Bon, c'est un peu là-dessus que je veux t'emmener, hein, mais vous lancez il y a 3 ans, vous êtes présent dans 17 pays, dans des belles chaînes. J'ai nommé en intro Nature et Découverte, enfin j'ai cité pardon Nature et Découverte, Fnac, Darty si j'ai pas de bêtises, qu'on connaît bien en France, à l'international. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu peux citer peut-être? En Belgique, on a par exemple Ice Adventure qui est une chaîne de outdoor aussi par exemple, mais qui a un kids corner avec certains de nos jouets parce qu'ils correspondent bien à outdoor ou à l'activité extérieure avec les appareils photo, les talkie-walkie et autres. Oui, on grandit, on commence à se faire une place. Alors un schéma que j'ai quand même souvent vu sur le panier, c'est un produit original, comme les vôtres le sont, hein, je l'oppose pas à ça, mais qui a marché en B2C, qui a fait un peu de presse ou qui a fait un peu d'influence, qui est contacté par Nature et Découverte, qui aimerait bien le référencer. J'ai l'impression que vous n'avez pas suivi ce schéma, vous. Non, nous on a contacté tout le monde. On fait beaucoup de salons. Et raconte-moi comment tu as réussi à convaincre ces belles chaînes de vous prendre. C'est uniquement par les salons? Les salons, les rendez-vous et la persévérance. Beaucoup de persévérance. Ok. On ne lâche pas beaucoup. Et qu'est-ce qui a permis de convaincre Nature et Découverte, par exemple, de vous référencer? Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'on avait des produits super qualitatifs à des prix hyper intéressants. Donc, je veux dire, on comparait un produit qui soit moins quali, on sera quasiment au même tarif de revente, et eux ont la même marge. Alors, il vaut mieux vendre un produit qualitatif. Un meilleur produit pour la même marge. Pour la même marge. La marge est importante. Je pense que pour tous ces grands retailers, la marge est importante, mais je veux dire... Dans la négociation. Dans la négociation, oui. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes chez Nature et Découverte, par exemple? On a commencé en septembre de l'année passée. 2023, donc ça fait au moment où on enregistre 4 mois, 5 mois que vous y êtes. Et Fnac et Darty? Fnac, ça faisait un peu plus longtemps. Ok. Et donc ton apprentissage, après presque du coup 1 an je veux dire, notre apprentissage, c'est pas notre apprentissage, c'est surtout leur retour. Je pense que les retours étaient positifs, les ventes ont suivi, les retours clients étaient positifs. Donc... Et vous l'avez fait en direct ou via des distributeurs ou des agents? Non. Alors le marché français, on gère en direct. Ok. Benelux, France, Espagne, on gère en direct. Pourquoi l'Espagne? Pardon. Ça s'est fait comme ça. Curiosité. Ok. Et les autres, donc il en reste 15 ou 14 ou 15? Là, on a des distributeurs. Donc eux représentent notre marque sur leur marché. Et vous les avez rencontrés lors de salons? Beaucoup de salons. Bon, c'est vraiment l'élément clé. Hein. C'est un truc qui revient souvent, chers auditrices, chers auditeurs, sur le panier, mais l'importance des salons pour créer son réseau de distribution en B2B, mais aussi faire des rencontres. Mais en tout cas, c'est un truc qui revient assez souvent. Sur le sujet, d'ailleurs, je les cite souvent en exemple, mais je vous recommande l'épisode avec Michael et Lily de Flotte, qui ont lancé au salon Maison et Objet, si je dis pas de bêtises, je dis peut-être une bêtise. En tout cas, qui ont lancé sur un salon avec uniquement des prototypes et qui ont réussi à enregistrer leur première commande et lancer la machine comme ça. Tu peux me donner les grandes parts entre le site, les marketplaces, vous êtes présent sur Amazon, et le wholesale? On va dire pour le moment, on doit être à moins de 10%, entre 5 et 10%. Sur le site? Ouais. Et les marketplaces? Non, tout confondu. Ah, tout confondu. Mais le marketplace, on en a quasiment pas. Amazon. Mais Amazon, notre souci, c'est qu'Amazon, on a été bloqué en fin d'année. On avait un problème de documents qui étaient dans notre langue nationale en français et qui voulaient avoir en anglais, donc ils ont bloqué le compte pendant quasiment toute la période de fin d'année. Ok. C'est chiant ça. Quand c'est 5 à 10% de ton chiffre. C'est plutôt désagréable, ouais. Mais si quelqu'un connaît bien quelqu'un chez Amazon pour pouvoir nous aider, on serait très content de l'avoir. Pourquoi alors on enregistre, le compte est toujours bloqué? Il vient de se débloquer. Mais bon, c'est un peu tard. Ouais. La saison de Noël est passée, quoi. Ça peut pas être de la... Non. Je pense que c'est on va pas structure. théorie du complot, non quoi. Pas. Okay. On n'en est pas là.
Bon, raconte-moi alors comment un peu les apprentissages de se lancer dans 17 pays, certains en direct, d'autres avec des agents, et le tout en tout cas en wholesale, plutôt que de mettre, alors déjà le choix, plutôt que de mettre l'emphase sur le B2C avec de l'acquisition, de la noto. C'est surtout, je pense que ça se fait en parallèle. Alors c'est aussi notre background. Nicolas et moi-même, on a fait beaucoup de développement marché en passant par la distribution. Donc, je veux dire, on a repris nos réflexes et notre know-how sur notre expérience professionnelle passée. Et ça nous permet aussi de nous développer d'une certaine manière un peu plus vite avec des investissements moins importants en marketing. Donc, on passe plus par le marché, les clients et les partenaires qui, eux, vont parler de la marque, la promouvoir et pour nous permettre de nous développer. Donc le premier sujet, c'est d'avoir un produit qui est qualitatif et qui dégage autant de marge que la concurrence pour être choisi. Tu es depuis quelques mois chez Nature et Découverte, depuis plus longtemps à la Fnac ou Darty. Mais encore depuis plus longtemps chez nos partenaires indépendants. Historiques et indépendants, ok. Oui, on travaille beaucoup de... Combien d'indépendants ? Alors, j'ai pas les chiffres exacts, mais notre core business, ce sont les partenaires indépendants. C'est eux qui nous ont... Donc, c'est une petite, c'est une boutique de jouets indépendante. Voilà. Ok. Et c'est eux qui nous ont fait confiance au début et qui nous ont portés. C'est hyper important. Tu as une idée du nombre de points de vente aujourd'hui, tout réseau confondu? Je peux avoir une idée sur la Belgique et la France, parce que c'est nous qui facturons en direct. Mais pour toutes les parties, toute la distribution, j'ai pas accès aux bases de données. Ok. Mais on doit être dans, je sais pas, peut-être 1500 à 2000 points de vente. Ok. Tout confondu. Juste en Belgique et France. Ok, compris. Rentrer, c'est une chose. Et j'imagine qu'ensuite, ton distributeur te fait des revues, des réappros déjà régulièrement, et peut-être une renégociation pour ceux chez qui tu es depuis plus longtemps. Qu'est-ce qui se négocie? Qu'est-ce qui se dit? Quels sont les leviers que tu as pendant ces renégos? Alors pour le moment, c'est pas vraiment. De toute façon, c'est pas surtout rentrer, c'est surtout rester le plus important. Ok. Donc, je veux dire, rentrer quelque part, c'est presque accessible à un grand nombre de personnes. Le but, c'est d'avoir du sell-out et que nos partenaires soient contents. Je pense que la négociation se fait surtout sur le sell-out. Si nos partenaires sont contents et ça tourne, ils vont continuer. Je veux dire, eux c'est leur image aussi d'avoir des jouets un peu différents, un peu uniques. Et en plus, s'ils tournent bien et qu'eux peuvent gagner de l'argent, je dis c'est un ensemble. C'est pour l'image et leur chiffre d'affaires. Et ils te demandent de la nouveauté. Il faut savoir se renouveler. On se renouvelle tout le temps. On développe entre cette année-ci, on va avoir au moins 6 nouveaux produits qui vont sortir. Hors couleur et déclinaison. Oui, 6 nouveaux produits uniques. C'est pas simplement des variations. Alors j'ai en tête des produits qu'on voit chez Nature et Découverte et qui sont les mêmes depuis 5 ans et qui bougent pas et sans qu'il y ait eu de produits additionnels. Mais toi, j'imagine qu'une fois que t'as installé la marque chez un distributeur, ça te permet de leur offrir de la nouveauté et que eux-mêmes puissent la promouvoir auprès de leurs clients. C'est plus facile une fois que t'es installé, non? Quand t'écoules 200 000 produits, c'est plus facile de négocier que quand tu écoules 150 000 l'année dernière. 100 000 puisque t'as doublé. C'est plus facile si le sell-out est bon. C'est plus facile si le sell-in et le sell-out. Le sell-in, c'est ce que vous vendez au réseau de distribution. Le sell-out, c'est ce que les réseaux de distribution eux-mêmes vendent au client final. C'est plus facile si le sell-out... Oui, évidemment, un produit qui vend... Voilà, mais c'est important. C'est-à-dire, si la marque... Enfin, je veux dire, nous, on reste des petites marques et on est un peu marginal par rapport pas aux dinosaures, mais je veux dire... Aux mastodontes du marché, voilà. Ceux-là font vraiment du volume. Nous, on va pouvoir dégager un certain volume, mais un peu plus spécifique. Et si on a bien créé, bien fait, bien positionné, ils vont peut-être nous faire plus confiance sur les suivants. Ton produit est en adéquation plus ou moins forte avec certains réseaux. Je crois que tu es chez Jouet Club aussi. Je connais moins le réseau de distribution Jouet Club. Je sens une affinité presque parfaite avec une adéquation presque parfaite avec Nature et Découverte. Est-ce que c'est le cas avec Jouet Club, avec la Fnac? Et du coup, quel est l'impact sur ta négo et tes relations avec eux? C'est une question un peu plus complexe, mais je veux dire, oui, on correspond peut-être plus à Nature et Découverte, mais on reste... C'est vraiment, peu importe le réseau A, le réseau B, t'as une adéquation forcément qui est plus ou moins forte, sans donner de nom, tu vois, mais je t'ai interrompu, mais c'est pas forcément, enfin, je fais pas un point sur ces réseaux en particulier, c'est juste pour comprendre
tes leviers dans cette négo, dans cette, ouais. Les leviers, c'est surtout le produit. Je veux dire, nous, on est vraiment là pour proposer une solution pour les consommateurs avec un jouet qui soit utile, fonctionnel et joli pour un prix abordable. Donc, je pense que c'est aussi une recherche de beaucoup de parents d'avoir quelque chose de chouette et pas toujours quelque chose qui va les spoiler sur une activité. Donc, je pense c'est comme ça qu'on arrive à rentrer dans différents réseaux. Ok. Il y a un enjeu aussi, c'est que quand tu signes un nouveau réseau, tu vas devoir l'approvisionner et puis faire une première commande dans certains ou dans beaucoup de points de vente, mais qui représente un impact fort en général en trésor, en investissement. Tu as été accompagné là-dessus, tu étais au courant, c'est ton milieu, tu le savais dans d'autres secteurs avant. Enfin, comment est-ce que tu l'as appréhendé? On a notre expérience personnelle, nos anciens travail, on sait comment ça se passe. Quand on discute et on négocie, on discute des quantités, donc on peut les appréhender. Nous, on travaille beaucoup avec les forecasts. Il faut forecaster un maximum. Après, on est surpris. Par exemple, le Kili Draw Pro l'année passée, on a forecasté et on a eu un succès qui était vraiment au-delà de nos expectatives. Donc, tu l'as lancé quand? Le Kili Draw Pro, c'est la tablette pour apprendre à écrire ou dessiner. Dessiner et compter. On l'a sorti en fin octobre, début novembre, plus ou moins. Et on pensait avoir du stock jusqu'à février. Et à partir de fin novembre, c'était fini. Ok, donc tu t'es retrouvé en carafe pour les fêtes, quoi. Voilà. Et on n'a même pas pu exporter. On a resté que sur le marché local. Belgique-France. Belgique-France, c'est ça le marché local. Et le temps de réappro auprès de toi, tes fournisseurs, était trop long pour... Beaucoup trop long. Beaucoup trop long. Impossible de pouvoir avoir une prod avant Noël. Tu as une idée du manque à gagner en nombre de produits? On n'a pas voulu le calculer. Faut pas se faire mal. Bon, c'est plutôt prometteur pour 2024, du coup. Ben, c'est chouette. Au-delà de ça, je veux dire, c'est juste ça, c'est aussi des marqueurs des marqueurs importants pour nous pour dire voilà, on travaille beaucoup, on se donne beaucoup de mal pour pouvoir arriver à faire quelque chose de bien et ça sont des retours positifs. Après voilà, c'est dommage, c'est vrai que c'est dommage, mais ça revient en ce début d'année et ça continuera. Ok. Une autre question que je t'ai pas posée tout à l'heure mais que je voulais te poser, c'est comment est-ce que tu peux protéger tes designs et tes moules quand on parlait de production produit. Donc les designs, j'imagine que ça se dépose. On dépose, on a plusieurs cabinets de dépôt, on a des cabinets d'avocats qui gèrent nos dossiers. En pays, en propriété intellectuelle, qui vont en fonction des pays où vous êtes présent. On a une petite armée de personnes pour nous aider. Et puis après, j'ai une certaine expérience dans l'injection plastique, donc j'ai des petits tricks qui nous permettent de pouvoir protéger nos moules. Que tu vas pas me donner, hein, j'imagine. À ton sourire, je vois je vois bien que... Je les garde pour moi, mais je dis oui, voilà, il faut faire quand même attention. Et il faut donner toutes les chances de notre côté. On n'a pas été très fort tout au début, et on a payé cash. Vraiment, c'est vraiment le bon terme. Parce qu'on s'est fait copier, et alors, au lieu de se battre parce qu'on n'était pas bien préparé, on a dû tout recommencer. J'essaie de me mettre à la place d'un concurrent qui voudrait vous copier. L'enjeu, c'est de pas payer 100 000 balles pour un moule, c'est ça? C'est de récupérer d'une manière ou d'une autre un design et de... Là, un des avantages qu'on a, c'est qu'on est dans un marché un peu niche, assez complexe, qui demande beaucoup de travail et beaucoup d'investissement au départ. Ok. Donc, ok. Comment vous avez financé d'ailleurs au début? Parce que vous êtes sur fonds propres depuis le début, vous avez un peu l'intention de le rester. Je crois que je trahis pas de secret. Non. Comment vous êtes financé au début? Nous et les banques. Vous et les banques. Donc tu as réussi quand même à embarquer des banques et de la dette pour le lancement. On peut être convaincant quand on veut. Okay. Mais finalement, je pense que les résultats ont payé et les banques sont contentes. Et nous le sommes aussi. x2 depuis 2 ans et encore prévu cette année. Vous faites beaucoup de salons, comme je le disais en intro. Tu n'as pas encore touché terre là depuis début janvier, ça fait une vingtaine de jours. Et vous les avez fait dès le début. On a commencé dès le début. On a essayé de se structurer dès le départ sur une approche salon et une organisation bien structurée, processée en interne pour pouvoir être le plus efficace possible. Tu as une idée du coût que ça représente aujourd'hui, votre investissement salon? Je sais exactement chaque année ce que ça coûte. Ça coûte des dizaines de milliers d'euros, mais je pense que c'est important. On est une jeune marque, on doit se faire connaître, et puis on doit se battre à chaque salon pour avoir de nouveaux clients. Pérenniser ce qui a déjà été fait, ce qui est important, avoir des retours marché.
On vient de finir Maison et Objets à Paris. On a eu de super retours sur la fin d'année et c'est aussi une petite récompense personnelle. Comment ça s'est passé, Maison et Objets? Très bien. Très bien. On est très content. En quoi? En commande, en visibilité, en article? Comment est-ce que tu mesures le succès d'un salon? Le succès d'un salon, c'est plusieurs choses. Je pense c'est déjà savoir comment nos partenaires ont vécu la fin d'année. Est-ce que ça a été pour eux ou pas? Et puis surtout, est-ce que ça a été avec nos produits, notre selling, leur sell-out? Et c'est surtout ça. Je dirais là, on arrive vraiment à mesurer l'impact qu'on a eu pour eux. Quand ils sont contents et qu'ils nous disent on a une chouette fin d'année avec la marque Kiddy Wolf, je veux dire ça c'est déjà une partie de réussite du salon. L'autre partie c'est concrétiser une nouvelle commande pour le début d'année et obtenir de nouveaux prospects. Tu es obligé de faire des salons? Je sais pas si on est obligé, mais on a longuement hésité parfois à en faire et quand on le fait après avoir hésité, on se rend compte qu'on avait bien fait de le faire. L'investissement pour un salon, c'est donc déjà il y a juste l'équipe, transport, hébergement. Il y a le mobilier du salon. Tu fais un nouveau mobilier à chaque salon, tu le récupères, tu le transformes. On a un petit peu grandi sur la fin d'année 2023, donc maintenant on passe par des sociétés externes pour avoir quelque chose d'un peu plus quali. Avant, c'était dans le garage pendant quelques semaines et tous les week-ends et tous les soirs à découper des planches, peindre des planches, créer des meubles. Donc oui, c'est l'investissement est plus lourd maintenant qu'il était avant, mais on grandit et on doit être à la hauteur de l'image qu'on veut dégager. Combien de salons par an? Là, on en a fait 3. On en a un 4e qui arrive. Donc il y a Maison et Objets qui vient de se finir. Je te remercie d'ailleurs parce que tu es resté à Paris juste pour cet enregistrement, je crois. Ouais. Tu as prolongé un peu, donc merci infiniment. Avec grand plaisir. Maison et Objets, tu étais à Hong Kong au début d'année. Toy Fair. Et on va à Nuremberg la semaine prochaine, qui est aussi un des plus gros salons internationaux du jouet. Après, on a un salon local en Belgique. Puis après, en juin, septembre, on a encore 2 salons. Je dirais encore 3 salons qui vont arriver. Donc on va faire peut-être 6 salons sur l'année. 7 salons sur l'année. Toy Fair à Hong Kong pour le marché asiatique ou c'est mondial? Plutôt asiatique, Océanie, un peu l'Amérique du Sud. Ok. Et c'est quoi comme une part importante de ton chiffre d'affaires, l'Asie? On a encore pas grand chose du tout. Donc t'étais en développement? En pur développement. Toy Fair, c'est la première fois que vous y étiez? Première fois. Et alors? Première découverte. Quand on est en pur développement et que on est très très jeune, je pense que chaque contact et chaque marché qui est gagné est une petite victoire. Donc je pense qu'on va ouvrir peut-être 3 ou 4 pays après cette foire-là. Donc je pense que c'est positif. Après, si j'étais déjà dans 50 pays et je serais allé là-bas, peut-être que j'aurais un discours différent. Ok. Est-ce que tu as la recette parfaite du salon? Je repose la question. Quelle est la recette parfaite d'une participation à un salon? Je pense qu'il y a déjà un facteur chance, parce qu'il faut que les gens viennent, s'arrêtent, passent devant votre stand, et puis après, c'est à nous à alpaguer le prospect et, par notre enthousiasme, notre sourire et des jouets qui leur attirent leur regard. Est-ce que tu as fait des choses un peu originales pour qu'ils s'arrêtent justement sur ton stand? Tu peux nous partager? Non, on n'a pas fait de choses originales, j'ai pas l'impression, mais en tout cas, je pense qu'on vit. Ce qui est chouette chez nous, c'est qu'on vit Kiddy Wolf, on le ressent et ça transpire à travers nous. Donc, on a la banane, on est content, on est enthousiaste. Et je pense que ça fait déjà pas mal. Vous êtes combien sur le stand? Cette fois-ci, Maison et Objets. 3. 3 sur le stand, dont toi. Dont moi. Et Nicolas. Ok. Et la 3e personne? C'était Miguel, notre responsable France, qui vient d'intégrer l'équipe. Tu as une idée du nombre du ratio de rencontres qualifiées versus non qualifiées? Les curieux versus ceux qui pourraient passer commande? On le ressent facilement quand on en discute. Après, l'avantage, c'est qu'en France, ça fait déjà quelques années qu'on travaille. On a un réseau d'agents qui a déjà promu notre marque depuis un certain temps. D'autres magasins partenaires qui vendent nos jouets depuis 1 an ou 2. Donc, ils ont des échos, ils en ont des retours. On nous voit de plus en plus. Donc, je pense que ça, c'est plus facile. C'est plus facile maintenant qu'avant. T'es plus installé. Ta notoriété est déjà meilleure. La notoriété, ça serait génial de dire qu'on est installé. Je pense pas que nous soyons installés, mais en tout cas, on a performé chez certains partenaires et on a des retours positifs. Ok, intéressant.
6 à 7 salons par an, un réel investissement. C'est comme ça que vous avez pu vous développer rapidement. Ça vient t'as dit vieille école, mais en fait, je pense que c'est l'école. C'est ce qui vous a permis d'ouvrir de nouveaux réseaux et de nouveaux pays. Ok, intéressant. Une autre manière de te faire connaître, c'est le bouche à oreille. T'as quelque chose, comment est-ce que tu l'incites, le bouche à oreille? Je pense que le bouche à oreille, c'est déjà vraiment très personnel. Donc, ça part d'une expérience et d'un vécu. Si les produits, nos jouets sont de mauvaise qualité et cassent rapidement ou ne fonctionnent pas, je pense que ça peut pas fonctionner. Donc, si le bouche à oreille fonctionne comme on peut le constater pour le moment, c'est qu'on fait quelque chose de plutôt bien. Et c'est important. Mais c'est notre volonté première, c'est vraiment d'apporter quelque chose de qualitatif et d'utile. Donc on met beaucoup d'efforts, on se prend beaucoup la tête en interne pour avoir quelque chose. T'entends, on se dit presque, est-ce qu'on va trop loin? Et finalement, quand on l'a fait et quand on a le retour marché, on se dit, il fallait le faire. Je réfléchis en me demandant si mes gamines, moi j'ai 2 filles, 6 et 8 ans, si mes gamines parlent de marque ou d'objet ou de type d'objet ou de, tu vois, il y a des marques qui existent. Elles jouent au Lego et Lego c'est assez difficilement remplaçable. Je me pose la question, tu vois, sur des jeux éducatifs, si c'est la description du produit, si c'est la description de l'usage ou si c'est la marque qu'elles utilisent. T'as un enseignement là-dessus sur ces premières années de Killy Wolf? Alors Lego, comme tu dis, Lego c'est Lego, t'as des marques installées, voilà. Hyper installées, et surtout sur des concepts de jeux. On n'y est pas du tout là-dessus, mais je pense que c'est surtout les parents aussi qui achètent de cette manière. Et qui se demandent les uns aux autres, tiens toi. Je pense que c'est surtout ça, surtout sur les tranches d'âge sur lesquelles nous sommes, sont souvent les parents qui achètent et les enfants qui en profitent. Néanmoins, c'est l'enfant qui fait le caprice, quoi. Mais c'est l'enfant qui fait le caprice. Après, on a des enfants qui viennent sur les salons et qui passent devant le stand et qui sont attirés par nos jouets. Donc, c'est aussi la preuve qu'on arrive à attirer avec quelque chose de joli et d'utile les parents et les enfants. Ok. Un autre moyen de faire de l'activation, c'est d'animer ton réseau de distribution, de faire de l'animation en lieu de vente ou d'animer les équipes de vente du distributeur. Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous le gérez? Alors là, on n'est pas encore très performant, mais on tend à s'améliorer. Pour le moment, on fait beaucoup d'activations sur les réseaux sociaux, de partenariats avec des influenceurs ou des magasins partenaires sous forme de concours. Et tout le support qu'on crée en marché local, on le fournit à nos distributeurs. Comment ça se passe en direct? Ça dépend des ça dépend des points de vente, c'est ça? T'as des réseaux, t'as des indépendants. Les indépendants, tu peux les toucher en direct et sinon t'es obligé de passer par les têtes de réseau, j'imagine. Oui, et puis après aussi tout ce qui est distribution, sont des distributeurs qui font, donc on initie des best practices et ensuite on les accompagne sur la mise en place. Et tu peux les inciter aussi sur du résultat, du chiffre d'affaires généré, du sell-out? Alors nous, on arrive sur certains sont quantifiables, d'autres ne le sont pas. C'est pas toujours facile de quantifier une approche marketing, mais sur certaines spécificités, on voit un retour en ROI qui est quantifiable. Alors on leur propose. De toute façon, tout ce qu'on arrive à bien faire, on le partage. Et ça, vous le faites en interne? Oui. Ok. 9, vous êtes efficace, non? Pour faire Killy Wolf. On se donne bien, on se donne beaucoup. Je pense qu'on essaie d'avoir des équipes. Je veux dire, on travaille en équipe. Je veux dire, chacun apporte sa pierre à l'édifice, chacun apporte sa vision et on partage. Je pense qu'il n'y a pas de règles spécifiques. Tout le monde est là pour se challenger et apporter une solution. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de process. Non, c'est l'intelligence de situation qui prime comme dans beaucoup de cas, surtout à ce stade où chaque jour est nouveau, quoi. Chaque jour est nouveau et puis après on a une idée. Belle porte ouverte, ça, bien enfoncé. Chaque jour est nouveau. Oui, mais c'est un peu vrai d'une certaine manière. Je veux dire, t'entends, on a des idées et puis on va passer 2 semaines à travailler dessus et puis quelqu'un va te challenger en disant les gars, je pense que on se trompe, on pourrait mieux faire, on pourrait faire différemment. Et c'est le côté aussi de petites structures que la nôtre, on peut être hyper flexible. On a déjà eu même des demandes de clients d'avoir un certain type de jouet qui serait intéressant pour la fin d'année. On s'est dit, OK, on avait dans le pipe, on a pas mal d'idées dans un pipe. On a un grand fichier Excel avec plein d'idées qui sont déjà inscrites. Après, c'est une question de choix, lequel on fait en premier ou pas. Et on a eu un partenaire, il a dit, il nous le faut pour fin d'année. Il nous a dit ça en mars. Il nous a un peu challengé quand même, mais on l'a sorti pour la fin d'année. C'était quoi? C'était notre voiture télécommandée. Ok.
Il y en a plein sur le marché. Il y en a plein, mais on a un Ils voulaient la vôtre. Ils voulaient quelque chose de différent, d'unique et de qualitatif à un prix abordable. Et on est arrivé avec un objet qui est autant décoratif que fonctionnel, sur un process d'injection qui est un peu en marge de ce qui se fait dans les voitures télécommandées, à un prix compétitif. Et le design est dingue. Elle est dans quelle catégorie? Je la vois pas. Animaux, apprendre bien, être déco, ensemble, extérieur, intérieur, imaginer, musique, technologie. Tu sais. Dans l'intérieur, ou sinon si tu pas d'être sur la deuxième page. Extérieur. Extérieur. Ok. La Kiddy Car, voiture radiocommandée à 59,90 sur le site français, ou sur le site en français, pardon. Elle est belle, hein? Elle est très jolie. Le design est unique. Là, je peux spoiler notre designer. Il était très content de faire la voiture télécommandée. Ah ouais. Il s'est dit, maintenant il faut la créer en vrai, il m'a dit. Elle est assez sympa. Cool. J'aimerais atterrir avec une partie un peu tech et ensuite je te demanderai, je t'ai posé une question tout à l'heure un peu en off et je te la reposerai au micro parce que je la trouve intéressante. Quelles sont tes craintes opérationnelles pour la croissance? Mais je commence par la stack technique. Je l'ai dit en intro, vous êtes sur WordPress et WooCommerce, sur la brique e-com du coup, mais qui t'apporte pas complète satisfaction. Mais je pense que pour le moment, notre site n'est pas optimal pour le moment. Le customer journey n'est pas optimal. Nous, on travaille. Donc, comme j'ai dit au début, on a voulu se structurer et mettre un process très très clair et très 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 fort dans la société. On est passé par la plateforme Odoo pour organiser la structure de l'entreprise. Donc, tout ce qui est commande, comptabilité, approvisionnement, stock, tout passe par Odoo. Odoo, c'est odoo.com, c'est assez connu, mais je vous le donne quand même, qui est, comme j'ai expliqué en intro, une espèce de galaxie de petits outils, enfin d'outils, pardon, pas petits, qu'on peut plugger les uns aux autres. C'est en plus open source, donc on peut développer des add-ons additionnels, comme le nom l'indique, et tout s'auto-connecte. C'est assez cool, et donc vous êtes complètement sur Odoo pour tout le back-end et surtout le RP de la boîte, quoi. Ouais. Et l'ergonomie est assez user-friendly comparé à d'autres structures. Donc nous sommes assez contents. Après voilà, je veux dire, ça formate une certaine chose, hein. Les process, on peut pas tout choisir, ou on a quand même suivre des lignes de conduite, mais c'est assez flexible de cette manière. Ça correspond à des PME. Parce que on veut de la structure, on veut du process, mais de temps en temps on doit en déroger. Et Odoo nous permet parfois de déroger à la règle. Déroger à la règle. On a commencé en disant que tu étais sur WordPress et WooCommerce et tu m'as dit je voulais de la structure, donc on a mis Odoo. Parce que je veux dire, tout passe par Odoo. Donc tout notre e-commerce doit être lié à Odoo. Et donc tout doit être lié. Donc maintenant, c'est vrai qu'on est en recherche d'amélioration de site internet, d'avoir de meilleures performances, une meilleure lecture de la marque. On se rend compte que Kiddy Wolf n'est pas très clair, ou le cycle et l'aventure sur le site internet n'est pas optimal. Donc voilà, on veut se renouveler et on est occupé à développer un nouveau site. Okay. Mais qui doit être compatible avec Odoo. Avec Odoo, c'est un peu ça l'idée. Bon, maintenant, c'est assez rare les plateformes qui n'ont pas une API et qui peuvent pas se connecter à d'autres. Ce qui est le principe d'Odoo d'ailleurs, puisque tout est APIisé. T'as tout mis sur Odoo. Donc l'OMS, la gestion des commandes, la gestion des factures, et ensuite le RP interne, employé, comptabilité. Ouais. Ok. On leur a fait confiance. Vous faites ça en interne? Vous faites appel à un intégrateur? On est obligé de passer par un intégrateur. C'est un peu le principe d'Odoo, c'est qu'Odoo fournit des licences et des lignes de conduite très basiques, et ensuite on passe vers un third partner qui va customiser le module en fonction de nos besoins. Avec une approche qui est par utilisateur par mois, par licence. Ouais. Alors ça a évolué depuis qu'on a commencé. Avant, c'était plus par module. Maintenant, ils sont passés par utilisateur avec accessibilité totale à tous les modules. Ok. Ça fait 3 ans. T'as une ordre de grandeur de ce que ça vous a coûté? Je pense que comparé à d'autres systèmes beaucoup moins chers, on est, je veux dire, 40K. Dans ces eaux-là, ok, donc l'intégration, le setup, la maintenance, les licences. Voilà. Licences, bon. C'est pas mal, hein. Surtout que je voyais tout à l'heure, Gary me faisait une petite démo, mais ça va de l'outil d'emailing à, comme dit, la gestion des employés ou des congés de tes collaborateurs. Oui, surtout, on a même des dashboards qui permettent d'avoir une vision globale sur les KPI que nous, on veut mettre en avant. Donc, vraiment avoir une lecture beaucoup plus simple. C'est intéressant parce que dans ton approche de changement d'outils,
on pourrait limite faire du headless basé sur Odoo. On pourrait gérer les produits dans une brique Odoo, gérer le DAM dans une brique Odoo, et avoir un front e-commerce qui soit uniquement géré en headless. T'es pas forcément obligé de passer par une autre plateforme. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu l'idée, c'est d'avoir une sorte d'approche, de rentrer sur quelque chose de très visuel et arriver sur une vente qui pourrait être parce que mon point, ce que j'ai en tête, c'est que tu peux rapidement avoir des doublons. Si tu mettais un Shopify demain, par exemple, pour remplacer WooCommerce, t'aurais des choses dans Shopify que tu retrouverais dans Odoo et oui, mais l'avantage, c'est que Odoo est lié à Shopify, donc toutes les informations Odoo rentrent dans Shopify. C'est un miroir et pas une duplication, quoi. Non. À proprement parler. Ok. Odoo, t'en sors pas. Donc tu quitterais, je mets un conditionnel parce que rien n'est fait, tu quitterais WooCommerce et WordPress, mais pour l'instant Odoo te donne pleine satisfaction. Après, c'est un peu comme tout le monde, hein. Une fois qu'on a un pied dans l'engrenage, on peut pas en sortir, mais pour le moment, nous sommes très contents. C'est le plus important. Le plus important, c'est d'être content. Donc oui, nous sommes très contents d'Odoo. Ça nous permet de nous gérer, de structurer, d'être beaucoup plus efficace. Ça nous a fait, c'était un investissement au départ, mais ça nous a permis d'économiser beaucoup de coûts par la suite. Ouais, je pense que tu as dit le truc le plus important du podcast. Le plus important, c'est d'être content. Je suis assez d'accord. Cool. Pour atterrir en douceur, vous avez 4 ans, création 2019, vrai lancement 2020. Vous avez beaucoup grandi. Tu vas peut-être, je te le souhaite, écouler 400 000 produits cette année. Vous êtes que 9. Je trouve que c'est assez efficace, comme assez lean en tout cas comme organisation. Quelles sont tes craintes opérationnelles? Sur quel sujet tu dis il faut que je sois vigilant pour pas me prendre les pieds dans le tapis? On va faire très attention au développement. On ne peut pas se planter sur les développements produits. Ok. Développement jouet, je veux dire, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Après, je veux dire, on perd un client, on peut en gagner d'autres. Je veux dire, on a beaucoup plus d'aptitude pour pouvoir rebondir sur ce genre de choses. Après, on a passé la crise Covid, on a passé le post-Covid, et puis après on a eu la crise énergétique. Donc je pense que en termes de rebondissement, on en a eu pas mal. L'année 2023 où dans l'e-commerce c'était quand même assez, dans l'e-commerce, dans le business c'était assez morne. Vous avez fait x2. Donc t'en as passé des crises, ouais. En tout cas, on nous a challengé. Le marché a voulu nous challenger depuis quelques années. On arrive à passer à travers, donc on a une certaine flexibilité, on n'a pas peur de rebondir et de se challenger au quotidien. Mais si on a des bons produits, c'est plus facile, des bons jouets. Donc ta crainte, ou en tout cas le truc sur lequel tu es le plus vigilant, c'est de ne pas te planter sur un développement. Qu'est-ce que tu fais pour ne pas te planter? Ben là, c'est très compliqué. Il y a pas de réponse, hein. Je veux dire, comme on a discuté tout à l'heure, on part de besoins. Donc, le gros avantage, c'est qu'on part de nos besoins. Donc, on crée KidiWolf avec notre cœur et avec nos envies, nos besoins. Donc, je pense, c'est déjà très important. On le fait avec on crée des jouets pour nous et pour les autres. Donc, c'est déjà aussi un gage. Et puis, nos enfants nous aident aussi à comprendre ce qu'on a besoin et ce qu'ils ont besoin. Et après, il y a une part de risque et de gut feeling. Cool. Gary, merci infiniment pour ton temps et ta transparence. C'était super. Chères auditrices, chers auditeurs, vous pouvez retrouver Gary Garnier Guisgand, Guisgand comme Daniel, c'est ça? Parfait. Ouais. Sur LinkedIn si vous voulez prolonger la conversation, et évidemment aller faire un tour sur KidiWolf, KIDYWOLF.com, ou Nature et Découverte, Fnac, Darty, Jouet Club pour oui, ou tous les magasins indépendants. Tous les magasins indépendants qu'on n'a pas pu citer évidemment. Merci. Merci à toi. C'était très chouette. C'était super. Et puis je te souhaite une bonne année 2024. Salut à toutes et à tous. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.